Bonsoir. Conakry et Bruxelles redynamisent le trafic aérien entre les deux pays. Un contrat révisé qui tient compte des nouvelles exigences de l'aviation civile internationale vient d'être signé à Conakry. Les chantiers de Kissidougou ont été effectivement lancés. C'est une vingtaine d'infrastructures qui devraient changer l'image de cette ville. Sport, l'aventure africaine est terminée pour le Orea AC. Hier, au compte du match retour des 16e de finale de la CAF, le Orea s'est incliné face aux représentants algériens. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message départ à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, la célébration du 55e anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale m'offre l'heureuse occasion d'adresser au peuple, au gouvernement sénégalais et à vous personnellement mes sincères et chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous renouveler ma ferme détermination d'œuvrer avec vous au raffermissement et à l'élargissement des liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération unissant la République sœur du Sénégal et la République de Guinée. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous-même, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère sénégalais. Très haute et fraternelle considération, professeur Alpha Condé. Coopération, les ambassadeurs du Royaume de Belgique et du Japon en Guinée ont été reçus en audience par le ministre d'État des Affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur le raffermissement des relations bilatérales entre ces pays et la Guinée. Compte rendu Marthe Mourat Camara. Relations fructueuses unissant le Royaume de Belgique et la République de Guinée entrent dans une nouvelle dynamique avec le réchauffement de la coopération bilatérale. Nous avons parcouru l'état de nos relations bilatérales entre la Belgique et la Guinée, relations qui sont très bonnes. En fait, les contacts sont fréquents. J'ai eu l'honneur de venir ici en Guinée pour signer un nouvel accord aérien. Nous avons parlé aussi d'un éventuel prêt d'État à État entre la Belgique et la Guinée pour la construction d'une station côtière de contrôle maritime. Il est de l'intention du gouvernement belge d'inscrire la Guinée sur la liste des pays africains bénéficiant de l'aide belge, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il nous a soumis aujourd'hui 3 projets d'accords portant sur des sujets importants comme l'installation du système de protection de la côte et aussi d'autres éléments qui vont être étudiés par le gouvernement. Le chef de la diplomatie guinéenne a également reçu en audience l'ambassadeur du Japon en Guinée. Au menu des entretiens, le renforcement et la diversification des relations bilatérales ainsi que le 70e anniversaire du bombardement atomique. La Guinée et la Belgique scellent un nouveau partenariat susceptible de redynamiser le trafic aérien entre Conakry et Bruxelles. Un partenariat qui offre une base légale encore plus solide pour le développement du transport entre les deux pays. Un contrat révisé qui tient compte des nouvelles exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale vient d'être signé à Conakry. Fodé Camara. 49 ans après la signature d'un premier accord relatif au transport aérien, aujourd'hui la coopération guino-belge prend un nouvel envol. Un accord est scellé entre Conakry et Bruxelles. Un accord révisé susceptible de faciliter davantage la desserte de la plateforme aéroportuaire de Conakry-Bessia par la compagnie Bruxelles Airlines. Cette sollicitude s'est une fois de plus manifestée à travers le soutien que la compagnie Bruxelles Airlines a apporté à notre pays en refusant de stigmatiser notre pays par le maintien de la desserte de Conakry au moment où notre pays était fortement éprouvé par la terrible épidémie Ebola. Nous formalisons aujourd'hui en fait une collaboration déjà existante et déjà excellente, mais il est toujours bon d'y donner une base légale solide. Et c'est une base légale solide aussi sur laquelle on pourra construire pour l'avenir. Ce nouvel accord de transport aérien tient compte des exigences des deux parties, mais aussi et surtout respecte scrupuleusement les normes de sécurité et de sûreté de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée et le ministre de la Coopération internationale rentrent d'une mission de travail en Haute-Guinée. Ils étaient allés évaluer les réalisations du programme conjoint des Nations Unies pour la région administrative de Kankan, un programme paraphé en 2013 qui touche les jeunes et les femmes de la région. Reportage Moussa Komara.
C'est pour évaluer les activités réalisées en 2014 par le programme conjoint des Nations Unies pour la région administrative de Kankan que s'inscrit cette visite de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée. Tout d'abord, le lycée Marian Gwabi. Ici, son institution à travers l'UNESCO et l'UNICEF a offert des sonorisations au club de la paix de l'établissement et des kits sanitaires pour freiner la propagation du virus Ebola. Venir nous visiter en cette période d'urgence sanitaire à virus Ebola est très réconfortant et soulageant pour nous, car vous avez soutenu et accompagné le gouvernement du professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République depuis les premières heures de la déclaration de cette fièvre hémorragique en Guinée dans son effort. Votre soutien remarquable, la maladie est en train d'être vaincue. Après ces lycées, nous voici au centre de transformation des produits de cueillette de l'association des femmes techniciennes technologues du quartier Senkefara. Séraphine Wakana, accompagnée du ministre de la Coopération internationale, est venue apprécier les résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet d'appui à la formation à l'emploi des jeunes de Guinée, composante transformation du karité et manioc. Depuis sa création en 1999, l'AFTT a reçu l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment ADF, pour une valeur de 137 631 330 francs en 2004. À cela s'ajoute l'appui de l'ONIDI en équipement, chez soi et autres, dans le cadre de la formation et l'insertion des jeunes femmes dans la production de beurre de karité et ses dérivés. De la pharmacie centrale de Kankan, en passant par la plateforme multifonctionnelle des femmes de Konomankura au centre de santé de Kourémalé, la coordinatrice résidente a touché du doigt les réalités. Elle s'est résolue à appuyer les efforts des autorités dans la lutte contre la pauvreté en Guinée. La tenue d'une session du comité de pilotage est annoncée pour évaluer les besoins et dégager des perspectives pour l'année 2015. Des membres du gouvernement dans la préfecture de Dubreka, ils y étaient pour une campagne de sensibilisation contre Ebola. Cela suite à la déclaration par le président de la République de l'état d'urgence sanitaire renforcé pour 45 jours contre le virus Ebola dans certaines communes rurales. Le point avec Mohamed Lamine Camara. Sous le pied du mont Le Chien qui fume, la préfecture de Dubreka. Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, une mission gouvernementale est ici dans la commune urbaine. Les ministres en charge de l'administration du territoire, des transports et des travaux publics sensibilisent les populations sur la nécessité d'observer les 45 jours d'état d'urgence sanitaire sécurisé pour bouter rapidement Ebola hors de la Guinée. Aucun de nous ne peut aujourd'hui chiffrer les impacts malheureux de Ebola sur l'économie guinéenne, sur le social guinéen. Et donc, les populations de Dubreka, à notre grande satisfaction, nous ont fait comprendre qu'ils sont de cœur et d'action avec le président de la République. Vous avez suivi l'intervention du grand imam de Dubreka, qui aujourd'hui même a un corps de sa propre famille. Mais il a dit, aucun ne touche, il faut que la Croix-Rouge ou les services d'hygiène viennent se prononcer, que l'on fasse les tests nécessaires. Ça, c'est le grand imam de Dubreka. Et des mesures rigoureuses sont prises par les autorités locales. Le premier cas d'Ebola a été enregistré dans cette préfecture au mois de mai 2014. À partir de cette date, 116 cas ont été confirmés, dont 38 guéris et 77 décès. À ce jour, Dubreka compte un seul malade d'Ebola et 62 sujets contacts qui vont bientôt sortir du centre de traitement de Wankifon. Les autorités à tous les niveaux s'engagent désormais dans la lutte contre Ebola dans les collectivités respectives. Tous les chefs secteurs, les présidents des districts et des quartiers, tous les sous-préfets et tous les maires et d'autres personnes ressources sont mobilisés pour faire la sentinelle dans nos circonscriptions administratives respectives pour informer, sensibiliser la population, faciliter la tâche aux médecins, aux agents de la Croix-Rouge pour que cette maladie sorte de notre préfecture. La délégation ministérielle a mis l'occasion à profit pour rendre une visite de courtoisie à la notabilité de Dubreka. Ici, les sages ont imploré la grâce divine pour que Ebola sorte de ce pays.
Dans les prochains jours, la mission se rendra dans les sous-préfectures de Tanene et de Badi-Tondo. Pour s'assurer de l'effectivité de l'état d'urgence sanitaire renforcé, une autre délégation gouvernementale était ce matin à Pamalap. Objectif, galvaniser les efforts des services de sécurité dans l'application correcte de toutes les mesures susceptibles de freiner la propagation du virus Ebola. Reportage, Sekou Fernand Kourma. L'application correcte de l'état d'urgence sanitaire renforcé préoccupe le gouvernement. C'est dans ce contexte que les ministres de la Santé et de la Communication étaient ce matin à Pamalap. À cette frontière avec la Sierra Leone, les membres du gouvernement ont transmis d'utiles messages aux services de sécurité. Nous sommes venus d'abord pour contrôler l'effectivité des mesures que nous avons annoncées lors de l'urgence sanitaire renforcée et surtout voir comment les accords entre la préfecture de Kambia et la préfecture de Forêt-Carrière est en train d'être exécutés. Il faut la rigueur et la vigilance pour empêcher que les malades ne se déplacent pour perpétuer la contamination. Conformément à l'état d'urgence, les voies officielles doivent rester ouvertes. Par contre, les services de sécurité doivent contrôler efficacement les sentiers par lesquels des malades passent d'un pays à l'autre. Une situation qui fait que la maladie persiste malgré les efforts du gouvernement. Nous avons dit au contact de rester sur place pendant 21 jours. Et des mesures ont été prises afin de leur fidéliser à leur famille. Et entre autres mesures, il a été question, on leur apporte un subside financier et nutritionnel pour leur permettre de rester pendant les 21 jours sur place. Mais malheureusement, nous constatons avec regret, il y a certains contacts qui continuent à se déplacer de leur point de leur domicile pour aller dans d'autres localités. Certains guéris d'Ebola, les personnes guéries d'Ebola, surtout le sexe masculin, normalement il est demandé de s'abstenir pendant 90 jours sans rapport sexuel. Donc ce message a échappé et voilà, ceci a entraîné de nouveaux cas. Ces personnes guéries d'Ebola, une fois dans leur foyer, entretiennent des rapports sexuels. Or, il est interdit. Au terme de cette rencontre, les agents de sécurité se disent mieux outillés pour répondre aux attentes de tout un peuple. Je viens d'être renforcé par un certain nombre de la gendarmerie que j'ai eu à déployer le long de la frontière, c'est-à-dire à l'est vers d'ici jusqu'à Benti, à gauche jusqu'à Lefoué. Que moi-même, je suis le chef des patrouilles, plus le commandant de la gendarmerie, le commissaire et le commandant de la police militaire. Donc pour le moment, ça se passe très bien et on n'a pas retrouvé encore un cas suspect. La Guinée et la Sierra Leone sont deux pays éprouvés par le virus Ebola. Aujourd'hui, le suivi correct de l'état d'urgence est une voie sûre pour bouter la maladie. Éducation, une nouvelle école franco-arabe dans la préfecture de Fria, précisément à Tormelin. Les travaux sont financés par la commune rurale à plus de 400 millions de nos francs. L'infrastructure vient d'être inaugurée par le Premier ministre chef du gouvernement. Reportage Moussa Komara. La commune rurale de Tormelin, une localité située à 30 km du chef-lieu de la préfecture de Fria. C'est dans cette sous-préfecture que la mission gouvernementale s'est rendue pour l'inauguration d'une école franco-arabe de 3 classes. L'infrastructure est réalisée à hauteur de 470 millions de francs guinéens. C'est une première d'avoir une école franco-arabe à Tormelin. Donc la collectivité représentée par le conseil de la CR, en conseil nous nous sommes retrouvés. Et réellement, il a été décidé de faire plaisir à la population, trouver une école franco-arabe qui pourrait certainement préparer les enfants au français et à l'arabe. En inaugurant cette école, le Premier ministre, chef du gouvernement, a appelé la population de Tormelin à la paix et à la retenue afin d'achever les projets entrepris dans la zone. Pour la reprise des cours, un enseignant a été recruté pour le moment avant l'ouverture prochaine des classes. Et l'école, le nom du président de la République, professeur Alpha Condé. Voilà, c'est un reportage de Moussa Bangoua. Habitat pour tous, c'est un projet qui fait du chemin et pour la réalisation duquel le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est en train de se battre. Ibrahima Bangoura a visité le site de Ketaya qui doit abriter 91 logements sociaux pour les cadres de la Banque centrale. Boubacar Ba.
Des logements sociaux pour les cadres de la Banque centrale, une initiative saluée par le gouvernement qui, à travers le ministre de l'Habitat, a effectué une visite sur le site et dans toute la zone de Keitaya. C'est pour justement aller dans le sens de la feuille de route qu'on nous a donnée, la récupération de tous les domaines de l'État, quelle que soit l'occupation des faits. Sur ce site d'une superficie d'environ 3 hectares, 91 logements sont en construction sur financement de la Banque centrale. Écoles primaires et maternelles, centres de santé, centres commerciaux, pharmacie et un espace sportif et culturel. Une politique qui s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la République qui voudrait fournir un toit décent pour chaque Guinéen. Lancé depuis septembre 2014, les travaux avancent malgré les difficultés liées aux occupations anarchiques qui ont retardé l'ouverture des voiries et réseaux divers. Nous travaillons sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est les VRD ici. Et le deuxième niveau, nous avons nos équipes au Portugal qui sont en train d'assembler les profilés, les équipements et matériels qui rentrent dans la construction. On s'est retrouvé avec un terrain très compliqué à gérer, avec des crevasses, avec des dénivelés tellement énormes qu'on a dû apporter près de 17 000 mètres cubes de terrain. Mais malgré cela, le délai va être respecté. Pour éviter tout retard dans l'exécution des travaux, la Banque centrale a négocié avec Électricité de Guinée pour l'installation d'une ligne spéciale de basse tension pour environ 2 milliards de francs guinéens. Nous avons fait les études, ce qui nous a conduit à réaliser une ligne de près d'1 kilomètre en 20 kV qui doit alimenter un poste transformateur MTBT d'à peu près 2 MW, c'est-à-dire 2 transformateurs de 1000 watts. Espérons que ces investissements feront tache d'huile au niveau d'autres sociétés de la place. Les chantiers de Kissoudou ont été effectivement lancés. C'est une vingtaine d'infrastructures qui devraient changer l'image de cette ville. Des travaux qui se situent dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Abdoulaye Diallo. Kissoudou est la porte d'entrée dans la région forestière. Cette préfecture fait partie de celles qui ont bénéficié des ouvrages de souveraineté liés à la délocalisation de la fête du 2 octobre, date historique qui marque l'accession de la Guinée à l'indépendance. En plus de 9 km, 700 voiries bitumées, plusieurs bâtiments d'intérêt communautaire ont poussé du sol. Aujourd'hui, on est très fiers parce que, à part les infrastructures, on a fait des infrastructures routières. Nous sommes à Bendou maintenant, là où nous parlons comme ça, à Bendou. Bendou, Bardou, Banama, c'est des sous-préfectures qui seront complètement désenclavées. Le président a travaillé pour que c'est très important. Aujourd'hui, dans toutes les 12 sous-préfectures, vous pouvez téléphoner partout où vous voulez dans le monde. Une vingtaine d'infrastructures est construite et d'autres rénovées. Pour appuyer les efforts du gouvernement, ce site abrite le chantier pour la construction du service financier. C'est une initiative des autorités préfectorales. Tout ce qui est service financier, on va les compiler ici. Parce que c'est très important, il faut les détacher, parce qu'ils doivent être autonomes dans beaucoup de boulot pour avoir un très bon résultat. L'organisation tournante des fêtes de l'indépendance de la Guinée est une occasion pour les villes de l'intérieur du pays de changer de visage. Une volonté du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de faire de la Guinée une nation émergente qui passe nécessairement par la construction des infrastructures sociales de base. Un des actes prioritaires définis par les autorités de la Troisième République. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance rentre du Fouta. Sanaba Kabayi était pour expliquer les grandes réformes lancées par le gouvernement. Elle a mis l'occasion à profit pour visiter les centres d'autonomisation et de promotion des femmes, des centres en bon état mais qui restent confrontés au manque d'équipement. Reportage Mohamed de Camara. Les centres d'autonomisation et de promotion des femmes du pays changent peu à peu de visage. C'est une offensive du ministère de l'Action sociale qui vise à doter les femmes d'un cadre idéal d'apprentissage des métiers. C'est le cas des KPF de Pita et de Mamou. Le CAF de Mamou n'est pas opérationnel parce que tout n'est pas rose. Et même s'il y a des roses, il y a des épines. Il nous manque maintenant l'équipement. Il y a beaucoup de femmes qui font la teinture, la saponification, la couture, les filles déscolarisées. Il y a toutes ces femmes qui veulent venir travailler ici. L'équipement et l'opérationnalisation de ces centres devraient permettre aux femmes et filles des deux préfectures d'apprendre des métiers générateurs de revenus.
Comme la remise n'est pas faite d'abord, c'est ce qu'on attend pour équiper les centres, pour prendre les milliers de jeunes filles déscolarisées ou non alphabétisées, pour les amener dans ces centres, pour que l'autonomisation ambitionnée par le président de la République devienne une réalité sur le terrain. Ces infrastructures offertes par le gouvernement guinéen à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de notre indépendance à Mamou est un plus dans le cadre de l'effectivité de l'autonomisation et de promotion des femmes prônée par les autorités de la Troisième République. Un nouveau livre pour améliorer la pratique du journalisme en Guinée. Son auteur, Dr Bangali Camara, il est le directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia, un mordu du métier de journaliste dont il contribue sans cesse à la qualification dans le pays. Habib Thiam nous présente cet ouvrage qui devrait servir de bréviaire pour les étudiants. Il est auteur du manuel de couverture médiatique des événements, un document de 69 pages. Dans cet ouvrage, Dr Bangali Camara aborde la face cachée des séminaires, les ateliers ou encore les communiqués de presse. Une contribution du directeur général de l'ISIC de Kuntia au processus de qualification de la presse guinéenne. C'est un outil de travail qui doit permettre aux journalistes de pouvoir approcher les événements avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de regard professionnel, avec beaucoup plus de singularité. Il ne s'agit pas de dire oui, un séminaire organisé, voilà, il est présidé par tel, etc. Il a regroupé une cinquantaine de personnes, voilà, c'est que tel a dit ou c'est que tel a dit. Oui, ça c'est juste un compte-rendu plat, donc qui n'est pas forcément une information. En 2011 déjà, ce docteur en communication avait publié le guide pratique du journaliste débutant. Dans ce document, l'on peut facilement appréhender les secrets d'une interview réussie. Les deux ouvrages balisent la pratique du journalisme dans un environnement aux enjeux politiques énormes. Dans ce livre, un aspect très important, c'est la couverture des élections. Et comme nous sommes dans une année électorale, il serait tout à fait intéressant que les journalistes, en tout cas qui veulent et qui seront appelés à couvrir ces élections, puissent s'approprier du contenu, parce que les élections, généralement, c'est le meilleur moyen de rouler les journalistes dans la farine. Rien ne prédestinait cet étudiant en physique au métier de journaliste. Son destin bascule dans la presse quand il rejoint le Maroc en 1987 pour des études supérieures. Dans ses carnets attendent 3 gros titres. Le régime juridique de la presse guinéenne, de la radio banane à la voix de la révolution et la radio-télévision guinéenne face aux défis du changement. Des experts marocains sont en séjour de travail à Conakry, une mission d'échange de stratégies et de compétences qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Université Roi Mohamed VI de Conakry et l'École nationale des mines de Marrakech. Ces experts ont animé des conférences-débats sur le savoir-faire marocain. Explication, Martin Francinadounou. 4 experts marocains visitent les installations de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry. Il s'agit du chef de département géologie de l'École nationale des mines de Rabat, du directeur général du bureau d'études, du laboratoire de contrôle de matériaux et de sols, du directeur délégué de GNV et du représentant de Hightech. En tant que partenaire de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry, ces experts ont échangé avec les étudiants et encadreurs sur les expériences du Maroc et de l'ENIM dans le domaine minier. Il est très important de mettre l'accent sur l'orientation de la formation selon les besoins de notre économie, notamment le secteur des mines, le secteur du génie civil, donc tout ce qui est travaux publics, le secteur de l'agriculture. Ces experts expliquent aussi aux étudiants de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry les prouesses du Maroc en géotechnique, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, les ouvrages d'art dans le domaine des BTP, les travaux publics et les projets en perspective. À chaque fois que l'on rencontre un problème de géosciences, que ce soit hydrologique, hydrogéologique, géologique, etc., ils font appel à des géologues. Invité par la fondation et l'encadrement de l'IPM de Kamsar et de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry, ces experts tirent profit de leur séjour en Guinée. On a pris contact avec les étudiants, nous sommes conscients de leurs besoins et dans ce cadre-là, on a prévu d'accueillir au moins 5 stagiaires par an à notre charge. On a prévu un mois pour chaque étudiant. Ils auront un stage pratique sur le terrain, dans nos chantiers, pour voir ce qui se fait au Maroc et pour qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris ici dans leur prestigieuse université Mohamed VI.
Avec de tels partenariats, les responsables de l'université Roi Mohamed VI de Conakry et de l'IPM 6 de Kamsar entendent donner aux apprenants un meilleur cadre d'études et des opportunités de renforcer leurs compétences à l'extérieur. Sport, pour refermer cette édition, l'aventure africaine est terminée pour le Orea AC. Hier, au compte du match retour des 16e de finale de la Coupe de la CAF, le Orea s'est incliné au tir au but face aux représentants algériens. Le récit de Fatoumata Mami et Bilamo. Cette rencontre oppose le club algérien à Choslef en rouge au Orea Athletic Club de Conakry au compte du match retour des 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. À l'issue des 45 premières minutes, les deux formations se quittent sur un score nul et vierge 0-0. À la reprise, les Algériens mettent la pression. Ainsi, à la 55e minute, Namani Mohamed obtient l'ouverture du score suite à un coup franc. 1-0, score final. À l'égalité sur l'ensemble des deux matchs, il a donc fallu recourir à l'épreuve des tirs au but pour voir ce club algérien se qualifier pour le second tour avec 5 tirs réussis contre 3. On a raté la qualification parce que d'une part, il faut se dire la vérité, on est venu très diminué, on a fait une préparation en deux groupes. Il y a quelques éléments de l'équipe qui étaient absents, il y a quelques 2-3 joueurs qu'on a voulu essayer qui étaient blessés. Vous avez constaté, on a même fait un changement très matinal, improvisé. L'adversaire, c'est vrai, il a été vivace, il a été agressif. Mais je pense qu'on a produit du football, on a tenté et puis on va parler du destin. Après ce passage réussi des Algériens, leur prochain adversaire s'appelle le club africain de Tunis en 8e de finale. Le Orea, quant à lui, se retourne à Conakry pour tirer les leçons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.